Avant de faire un tour en ville, nous vous proposons de découvrir un endroit moins connu du grand public. Un lieu secret, un peu à l'écart des sentiers battus, le pays de Sidobre. Ce territoire montagneux couvert de forêts vous offre des paysages à couper le souffle. Vous allez voir qu'ici, la nature vous réserve bien des surprises. Pour vous guider dans les méandres de cette contrée sauvage, vous allez suivre Magali, qui vous propose une visite originale à dos de cheval. Tu lui dis un pas, voilà. Elle tient une ferme équestre située au beau milieu du Sidobre et organise des promenades à cheval à la découverte de cette terre de légendes et de mystères. Moi j'appelle ça la forêt des fées et des lutins. Votre randonnée commence dans un lieu unique au monde qui possède une particularité étonnante. On va aller les faire boire au lac. Donc on se trouve sur le lac du Merle, en plein cœur du Sidobre, qui est un massif granitique, un des plus grands massifs européens, avec ces gros blocs de granit donc, qui donnent la sensation de flotter sur ce lac et qui donnent un aspect très apaisant et extraordinaire. Chacun y va de son imagination avec ceux qui voient des tortues, il y en a qui voient des hippopotames. Quoi que vous inspirent ces pierres, elles ne vous laisseront pas de marbre. Les locaux ont fait du lac du Merle un lieu de détente incontournable lorsque le soleil pointe ses premiers rayons. Tous les gens de la ville viennent s'oxygéner, se promener, se ressourcer sur un site magnifique et apaisant, très très apaisant. Le massif du Sidobre s'étend sur près de 9000 hectares. Et vous allez voir que sous ces arbres, le sol granitique a façonné au fil des siècles un paysage à nul autre pareil. Vous pouvez y croiser de gigantesques boules de pierre qui semblent jetées par la main d'un géant. Impressionnant, hein, ce gros caillou. Ouais. Ce rocher, on l'appelle la peiroklabado. En occitan, ça veut dire la pierre clouée. C'est un bloc qui est estimé à peu près à plus de 800 tonnes et qui repose sur un socle de moins d'1 mètre carré. Il paraît être en déséquilibre. Dans le Sidobre, chaque pierre possède sa propre histoire. La peiroklabado n'échappe pas à la règle. Vous connaissez la légende, si vous jetez un caillou au sommet du bloc, vous avez droit qu'à un essai. Vous vous mariez avant la fin de l'année. Ça, c'est la légende du pays. 4 filles, une fable sur le mariage. Il n'en fallait pas plus pour que les cavalières du jour tentent leur chance. Allez, on y croit. Où il est le caillou? On se concentre. Et un mariage dans l'année pour Magali. La balade continue chez un de ses vieux amis, dont la cabane est à peine à 2 km de là. Salut Jo. Ah, bonjour les dames, ah, mais ça tombe bien, tiens. Ah ouais. J'étais en train de nettoyer, tu vois, un quartz des monts de la Cône, là. Jo Fiol est géologue amateur. Toute l'année, il sillonne la région à la recherche d'échantillons de minéraux que vous pourrez retrouver dans sa petite boutique. Et bien ça, par exemple, toutes ces couleurs et toutes ces variétés, ces nuances de couleurs, et bien ça donne en fait la mémoire vivante de tout ce qu'on peut trouver dans nos montagnes. Car ce petit coin de France regorge de richesses souterraines. Joe est intarissable sur le sujet. Il y a plein de minéraux, de fer, de cuivre, de plomb, de manganèse, de fluor, toutes ces choses avec quoi on fait des casseroles, du dentifrice, et des fusils, des canons, des fils électriques et toutes ces choses. Par exemple, entre Albi et ici, ça s'appelle en géologie l'albigeois cristallin. Ça veut dire ce que ça veut dire, il y a plein de choses. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes en sous-sol. Vous vous demandez certainement comment fait Joe pour trouver tous ces petits cailloux. La réponse est toute simple. Et Couilloun, comment il fait? Il cherche. Tout simplement. Bon, c'est vrai que par contre, moi j'ai un petit souci, c'est que maintenant, à mon âge, je trouve que la terre devient de plus en plus basse. Et que les cailloux sont de plus en plus Ouais, lourds. que les cailloux sont de plus en plus lourds. Mais enfin, bon, ça c'est normal, hein. Joe n'est pas qu'un fondu de géologie, c'est aussi un formidable conteur. N'hésitez pas à le suivre sur les sentiers aux alentours de sa cabane. Il aura toujours une histoire à vous raconter.
Moi, je trouve que le cidobre, il est même pas magique, il est vivant. Ah ouais. Celle qu'il affectionne par-dessus tout, c'est la légende du roc de l'oie. On raconte qu'un enchanteur aurait autorisé une de ces gigantesques oies à rendre visite à un jar dont elle était tombée amoureuse. Seule condition édictée par le magicien, qu'elle rentre avant le lever du soleil. Un matin, au printemps, il faisait un brouillard pas possible. Alors, elle essaye de remonter de chez son petit copain le jar, mais l'humidité de la pluie, ça lui collait les ailes. Elle n'a pas pu remonter, Et le soleil qui commençait à se lever là-bas. Et puis tout d'un coup, elle était presque arrivée là. Elle était presque prête à plonger sur Gigon. Et puis, clac, un grand rayon de soleil qui lui traverse le dos. Et puis, plam, elle est restée là. Et puis, tu vois le petit œil qu'elle a là-haut. Et puis, l'eau qui a coulé ici, et bien sûr, c'est pas de l'eau. C'est tout simplement les larmes qu'elle a parce qu'elle est là et qu'elle ne peut plus aller retrouver son petit copain le jar. Les rochers légendaires du Cidobre ont bien d'autres contes à vous murmurer à l'oreille. Pour nos cavalières, c'en est pourtant fini pour aujourd'hui. Notre petit groupe retourne à la ferme équestre. Magali passe alors la main à Pascal, qui vous aura préparé avec amour un succulent plat régional dont il a le secret. Allez, Émilie. Aujourd'hui, c'est soupe au fromage et aux choux. Ah, c'est bon, ouais. Si le plat du jour vous semble appétissant, vous risquez de saliver dans le prochain endroit où vous emmène Magali. En vous engageant encore plus haut dans les montagnes du sud tarnais, vous pourrez déguster la spécialité des monts de Lacaune, à Lacaune-les-Bains exactement, aussi connu pour sa fabuleuse charcuterie, dont la réputation n'est plus à faire. Allez Magali, donc là on est dans le séchoir. Dans la famille de Jean-Louis, on est charcutier depuis 4 générations. Jambon à l'os, saucisson, mais aussi bougnette, melsa ou boudin noir. Toutes ces charcuteries de montagne ont un goût inimitable à Lacaune, qu'elles doivent à un petit secret de séchage tout simple. La particularité du séchage de cette charcuterie, c'est lié au climat de Lacaune, en fait. Lacaune, tout à fait. Le climat de Lacaune, il y a un air marin qui vient de la Méditerranée, ainsi que l'air océanique. Donc l'ensemble des deux fait que il n'y a ni trop d'humidité, ni trop de séchage. C'est pour ça qu'il y a autant de charcuterie sur Lacaune. Et même si les conditions de séchage sont parfois reproduites dans des séchoirs artificiels, vous pouvez être sûr que le savoir-faire des ancêtres est bien arrivé jusqu'aux oreilles de Jean-Louis. Il en est d'ailleurs de même pour leurs petites histoires. C'est ta mère qui disait qu'il descendait à cheval. À cheval, il descendait. Qui mettait une semaine il descendait, pour descendre. Les différentes, parce qu'en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faisait pas que de la charcuterie. C'était après la Première Guerre mondiale. Il faisait des agneaux, c'était boucher, charcutier, maquignon. La viande en général. La viande en général, tout à fait. Et il descendait le vendre dans ils appelaient ça aux Pays-Bas. Ouais, chez les Pays-Basol. Voilà, d'où le nom Pays-Basol. Et il remontait le vin et le sel. Et il remontait le vin et le sel, c'est ça, pour saler le jambon. Quittons maintenant les montagnols, les gens des montagnes, pour nous rendre justement chez ces Pays-Basol, les gens des plaines. À Castres, plus exactement. Promenez-vous sur les rives de la Goutte, un affluent du Tarn qui traverse la ville. Laissez-vous séduire par cette couleur si particulière que lui confèrent ces milliers de tuiles rouges. Castres, c'est aussi le lieu de naissance de Jean Jaurès, ce grand homme qui fait la fierté des habitants. Et dans le centre, tendez l'oreille et dirigez-vous vers l'endroit qui fait chanter tous les Castrais. À Notre-Dame-de-la-Platée, le carillon est le plus vieux encore en exercice dans le sud de la France. Nous y retrouvons Jean-Pierre et Jérôme, carillonneurs bénévoles. Bonjour les gars. Ah, bonjour Magali. Bah dis donc, il faut se le gagner, hein, ce clocher. Ah, bien naturellement, hein. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se faire sonner les cloches, hein. Voilà. Magnifique. Bienvenue à notre clocher. Le carillon, depuis 1847, ne s'est jamais arrêté. Il y a toujours eu des carillonneurs. Je suis le 7e. Jérôme sera le 8e. C'est le 8e, ouais. De toute façon, dès qu'on joue, la porte en bas du clocher est ouverte. Donc les gens sont invités à monter, à venir découvrir l'instrument. Et donc il y a une après, liberté comme ça. Les gens, ils entendent le carillon, ils ont la possibilité de grimper les 120 marches et puis de venir... Absolument. C'est venir justement jouer. quelque chose qui est unique, qu'il faut faire partager. Le carillon fait vraiment partie intégrante de la ville. On pourrait dire que, disons, c'est le reflet sonore de l'âme de la ville. Tous les Castrais le connaissent et ils sont très attachés. La preuve, quand on joue le carillon, il y a toujours quelqu'un qui monte nous voir.
Vous êtes les bienvenus dans le clocher de Jean-Pierre et Jérôme tous les premiers dimanches du mois pour 1 heure de carillon. Avec un peu de chance, vous aurez même droit à l'hymne occitan, le secanto, joué par les 33 cloches de Notre-Dame de la Platée. Debat ma finestro, ia un auselu. Si le carillon est l'âme de Castres, sa rivière était autrefois son centre vital. N'hésitez pas une seconde à embarquer sur les coches d'eau, ces petits bateaux qui vous porteront au fil de l'eau vers l'histoire des maisons sur la Goutte. Sans conteste le plus bel endroit de la ville, appelé aussi la Petite Venise. Ah oui, là on arrive sur les maisons des tanneurs. Oui, là nous sommes donc devant les maisons des tanneurs et on pourra remarquer que toutes les caves donnent sur la rivière. Parce que les tanneurs avaient besoin de beaucoup d'eau. Et donc toutes les caves, toutes les maisons ouvrent sur la rivière. Et la partie basse des maisons, c'est là où se trouvait ce qu'on appelait las caucinos. Ça vient du mot caus qui veut dire la chaux. Parce qu'on utilisait la chaux pour tanner les peaux. Pourquoi il y a une différence là entre les maisons de style, entre celles-là, les petites fenêtres? Mais il y en a qui sont en briques, d'autres qui sont en bois. Ça, c'est au fil des siècles, au fur et à mesure que les maisons vieillissaient ou qu'il fallait les transformer, chaque propriétaire le faisait à sa façon. Chaque maison est particulière, il n'y en a aucune identique à l'autre.